Je suis sûr que je suis pas le seul à avoir un boîtier qui fait des photos de plus de 30 mégapixels aujourd'hui, parce que la plupart des boîtiers actuels sur le marché font des photos qui sont gigantesques. C'est génial pour avoir du détail, par contre au niveau du stockage, c'est un petit peu moins pratique. Heureusement, il y a une entreprise qui a développé une application qui est absolument géniale, ça s'appelle Dotphoton RAW. Je vais vous en parler aujourd'hui et vous allez voir que ça vous permet de garder la qualité de vos fichiers RAW, mais en ayant pratiquement la taille d'un JPEG. Quand on aime le détail, forcément qu'on aime les boîtiers avec beaucoup de définition, c'est vraiment génial pour travailler. Par exemple, si on fait du studio, ça nous permet d'avoir énormément de détails, d'avoir des possibilités de recadrage, même en mariage aussi, quand on fait certaines photos où on a envie d'aller chercher certains cadrages différents de ce qu'on avait à la prise de vue, c'est extrêmement pratique. D'ailleurs, les constructeurs l'ont bien compris, même les boîtiers qui ne sont plus forcément destinés à du studio proposent des définitions qui sont assez élevé et qui arrive souvent proche des 30 mégapixels. Le problème, c'est que quand on est professionnel et qu'on shoot beaucoup, on se retrouve avec énormément de fichiers bruts. Quand on a beaucoup de fichiers bruts, forcément que ça demande aussi l'espace de stockage, et l'espace de stockage, malheureusement, ça a quand même un coût. Ce qui est chouette avec la solution dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que ça vous permet de garder tous les avantages du fichier RAW, mais en ayant une taille de fichier qui est vraiment très diminuée. Vous verrez qu'on arrive à des tailles entre 3 à 7 fois plus petites que la taille du fichier original. Au niveau des capacités, vous allez pratiquement rien perdre. La solution dont je vais vous parler, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, elle s'appelle Dotphoton RAW. C'est une entreprise qui est basée en Suisse qui a développé en fait un système qui permet de séparer dans un fichier brut les données qui sont créées par le capteur inutilement des données qui sont réellement utiles. Le fonctionnement est vraiment très simple. On a deux possibilités, soit la possibilité d'optimiser un catalogue Lightroom, donc si vous avez déjà vos photos dans un catalogue et que vous souhaitez compresser les fichiers qui se trouvent dans ce catalogue, vous allez glisser votre catalogue dedans et le logiciel va faire le travail pour vous. Ou l'autre possibilité, si vous travaillez par exemple avec Capture One, ou alors si vous souhaitez simplement réduire la taille d'un de vos fichiers bruts avant de l'envoyer à quelqu'un ou de le passer dans un logiciel, vous avez la possibilité de compresser un ou plusieurs fichiers manuellement. C'est ce que je vais vous montrer ici parce que je travaille avec Capture One et donc pour moi ça a plus de sens de vous montrer ça. On va ici prendre notre fichier et plutôt que de cliquer sur Browse, on va simplement le glisser et le déplacer dans l'interface, ce qui va nous permettre de l'importer vraiment très facilement sans avoir à chercher sur l'ordinateur l'emplacement du fichier. Bien entendu, vous pouvez aussi le chercher et vous pouvez aussi importer plusieurs fichiers de manière à en convertir plusieurs à la fois. Du moment où on a fait ça, on peut choisir où est-ce que l'on souhaite exporter. Je vais ici choisir l'emplacement d'origine. On a aussi d'autres possibilités. Si on clique sur le bouton mort, ici, on a quelques options que l'on peut choisir. Je vais simplement faire une conversion basique ici. Je vais cliquer sur Start et on va regarder la différence que ça fait sur notre fichier. Et ensuite, dans Capture One, ce que l'on arrive à en faire aussi. Parce que le fichier va être converti en fait d'un RAW, ici c'est du Nikon, donc d'un F vers du DNG. Donc il faudra aussi Adobe DNG installer pour pouvoir faire la conversion. Et ensuite, ça sera complètement transparent dans l'application que l'on utilise pour traiter nos fichiers bruts. Donc le fichier DNG que je vais avoir au final va être reconnu par Capture One, la même chose qu'un fichier NEF. On voit qu'il a réussi à économiser ou à sauver 26 mégas sur la taille du fichier de base. Je vais fermer l'application, on va regarder combien on avait à la base. Donc on avait le fichier ici, c'était le 864 qui faisait 42 mégas,9 et à la fin on se retrouve avec seulement 15 mégas,5 sur le DNG. Donc c'est vraiment monstrueux, on se retrouve presque avec un fichier qui est 3 fois plus petit que ce que l'on avait au départ. Vous verrez qu'il y a certains types de fichiers où vous arriverez à même économiser encore plus de place, ça dépend un peu de la photo, ça dépend du boîtier que vous utilisez, enfin il y a différents paramètres qui ont l'air de rentrer en ligne de compte. Et vous verrez qu'en essayant, vous trouverez des résultats un petit peu différents en fonction de vos photos et de votre matériel. Dans Capture One, maintenant, on voit qu'on a effectivement le DNG qui peut être lu par Capture One. Donc, comme il était déjà créé dans le dossier de capture, j'ai pas besoin de le réimporter. Et il est simplement près de mon nef, étant donné qu'il est trié par nom. On voit que le nef qui est donc à droite a déjà été traité. Et en toute logique, avec Capture One 20, maintenant, on devrait pouvoir copier-coller les réglages sur l'autre. Je fais donc commande ou contrôle majuscule C sur le RAW et commande ou contrôle majuscule V sur le DNG. Après avoir copié-collé les réglages, on voit que les fichiers se ressemblent énormément. On a une légère différence. Ça peut arriver dans le cas où, comme sur cette photo, on a des réglages assez poussés sur certaines zones, au niveau des couleurs par exemple. On pourrait avoir un léger
léger décalage par rapport au rendu initial qu'on avait sur le fichier brut. C'est pour ça que c'est plus intéressant de faire la conversion avant d'appliquer les réglages et de traiter les fichiers DNG plutôt que de traiter les nefs ou les RAW, autres fichiers RAW, et ensuite de copier-coller les réglages. En l'occurrence, dans ce cas, la différence est surtout au niveau de l'exposition. Je vais donc ajuster légèrement mon exposition vers le bas et ça se ressemble vraiment pas mal. On a encore une petite différence au niveau des couleurs, mais c'est pas non plus flagrant, et sans avoir les photos l'une à côté de l'autre, je pourrais même pas forcément dire qu'il y a eu une différence entre les deux photos. Au niveau des options, comme je vous l'ai dit, tout reste disponible, donc c'est-à-dire qu'au niveau par exemple de l'exposition, on peut toujours rehausser un fichier. Si on a un fichier ou une zone d'un fichier qui est sous-exposé et qu'on souhaite la récupérer, par exemple on va venir ici dans les cheveux où on a des zones qui n'ont pas forcément beaucoup de détails, si je prends l'exposition et que je la rehausse, on voit qu'on a vraiment tous les détails que l'on pourrait avoir sur notre fichier brut. De même, si je descends mon exposition, on voit qu'on a aussi ici tout le détail au niveau des hautes lumières. Et donc on peut tout à fait récupérer des fichiers comme on le ferait sur un brut standard qui n'a pas été compressé par d'autres photons RAW. Le principe est vraiment génial à mes yeux, c'est quelque chose qui j'espère va se développer parce que malheureusement c'est pas non plus encore complètement parfait. Pour de la photo de mariage, j'ai eu l'occasion de shooter quelques mariages d'ailleurs l'an dernier et c'est quelque chose que j'ai utilisé sur les mariages que j'ai shootés. C'est-à-dire que je rentrais, je déchargeais mes cartes mémoire sur mon ordinateur, je les triais avec photo mécanique et ensuite celles que j'allais conserver, je les passais simplement dans d'autres photos RAW pour ensuite les importer dans Capture One. Et pour moi c'était un système qui marchait vraiment très bien. Le problème c'est que maintenant la grande majorité de mon travail c'est de la photo en studio et que quand je shoot en studio je shoot connecté. Quand je shoot connecté, le problème qu'il y a c'est que d'autres photons RAW en fait va pas s'intégrer dans Capture One directement et donc quand je shoot, la photo va venir dans Capture One, à la fin de la session je vais devoir les passer dans d'autres photos RAW pour ensuite les faire revenir dans Capture One comme on l'a fait avant. Ça c'est assez automatique encore, ça va bien, mais c'est juste qu'au niveau des réglages il va falloir les copier, les coller, bref c'est pas complètement transparent, même si la démarche n'est pas forcément très longue, c'est pas le truc le plus pratique du monde et j'aurais aimé que l'intégration se fasse dans Capture One, peut-être avec un plugin ou avec quelque chose qui nous permette de le faire automatiquement, que quand on shoot le fichier est converti et qu'ensuite on a uniquement le DNG qui nous reste dans Capture One et pas le nef et le DNG. Peut-être que ça viendra dans le futur, en tout cas je l'espère. À défaut d'avoir ça, ce qui serait chouette serait d'avoir une optimisation automatique comme c'est le cas pour les catalogues dans Lightroom où on prend notre catalogue, on le glisse dans l'application et ça fait tout le travail pour nous. J'espère vraiment que ça viendra pour Capture One pour les sessions et les catalogues aussi. Au niveau de la prise en charge aussi, j'espère que ça va s'améliorer gentiment. Je sais que c'est pas une grande entreprise, qu'ils n'ont pas forcément encore des moyens dingues pour intégrer tous les boîtiers du monde, ça prend du temps d'intégrer des boîtiers dans leur système et donc pour le moment la sélection de boîtiers qui fonctionnent avec d'autres photons RAW est quand même encore assez restreinte. La majorité des appareils Nikon, Canon, Fuji et Sony actuels sont pris en charge, quoique pas tous. Je pense notamment au Z6 qui n'est pas pris en charge, mais le Z7, oui. Vous allez me dire peut-être que sur le Z6, ça a moins d'intérêt, mais quand même, je pense que ça a quand même de l'intérêt. Et ça serait chouette que les boîtiers récents des marques majeures soient vraiment pris en charge. Ça viendra probablement dans le futur. D'ailleurs, ils ont une page sur leur site où on peut aller dire les boîtiers qu'on utilise, et ensuite ils vont les intégrer au fur et à mesure en fonction de la demande. Donc ça, c'est déjà intéressant. Ils prennent en compte le feedback des utilisateurs, et par rapport à ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau du prix, parce que j'imagine bien que ça vous intéresse quand même, parce que je vous dis ça vous sauve de la place et tout, ça doit quand même avoir un prix si ça vous sauve de la place. Alors effectivement que ça a un coût. Tout d'abord, on va commencer par la version gratuite. Il y a une version gratuite qui est disponible, elle est disponible dans le temps illimité, mais va simplement vous permettre de compresser jusqu'à 30 photos. Donc vous pouvez prendre 30 photos gratuitement, les compresser avec, voir si c'est un système qui vous convient, si vous voyez des différences au niveau du fichier, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à votre flux de travail ou pas du tout. Si ensuite vous êtes convaincu par le logiciel, vous avez deux possibilités. Une possibilité, c'est de payer 49 $ par année et d'avoir en fait la version illimitée, simplement que chaque année vous allez devoir repasser à la caisse et repayer 49 $. L'autre possibilité, c'est de payer 149 $ une fois et ensuite vous aurez une licence à vie que vous pourrez utiliser et avec laquelle vous aurez aussi le droit aux mises à jour futures. Donc c'est pas une licence comme certains autres logiciels le font où vous avez droit à la version actuelle, mais chaque année ou chaque 2 ans ou chaque 3 ans, vous devez repasser à la caisse pour payer une nouvelle licence. Ici, vous avez accès au logiciel, à leur système, et ensuite dans le futur vous aurez droit aux mises à jour et donc aussi aux nouveaux boîtiers pris en charge. À mes yeux, clairement le 149 $ vaut beaucoup plus la peine. Si vous êtes par exemple photographe de mariage, vous allez voir que vous allez économiser pas mal de place quand même et que je pense que sur la durée ça peut vous permettre d'économiser sur vos solutions de stockage. Je pense pas que c'est ça qui va complètement changer votre manière de stocker vos fichiers, mais je pense que ça peut y participer et
quand on peut économiser un peu d'argent sur ce genre de choses, on est toujours content. Parce que j'imagine bien que je suis pas le seul à pas avoir beaucoup de plaisir à acheter des disques durs. J'espère que ce logiciel vous aura intéressé et que ça pourra peut-être aider certains d'entre vous qui galèrent à stocker des gros fichiers sur des disques durs et qui savent simplement plus quoi faire de leur disque dur externe. Je vais très certainement publier des vidéos un petit peu plus régulièrement ces prochains temps du fait qu'on est enfermé et que c'est l'occasion aussi de vous faire un peu plus de contenu étant donné qu'il y a un petit peu moins de clients, pour pas dire plus de clients, et donc ce sera l'occasion de vous parler de sujets un petit peu divers et variés que jusqu'à maintenant j'ai pas forcément pris le temps de faire, comme c'était le cas avec ce logiciel que j'utilise depuis passé une année pratiquement maintenant. J'espère que ces vidéos vous plairont. D'ailleurs, il y a du contenu qui va arriver sur YouTube, mais aussi sur Patreon. Il y a déjà des choses qui sont sorties sur Patreon depuis un petit moment. Il y a différentes formules auxquelles vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. Je vous laisse tous les liens juste en dessous dans la description. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une toute belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!